Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. C'est quoi cette histoire de épigénétique? Déjà, c'est quelque chose qui est en dessus de la génétique, ok? Déjà, on va parler de ce sujet et j'ai besoin de raconter une histoire où vous êtes l'acteur principal. Vous et votre clone. À tout de suite. Vem comigo. C'est quoi l'épigénétique? Comme je vous ai dit, je vais vous prendre comme l'acteur principal de mon histoire. Regardez ici, vous, je ne sais pas si vous êtes une fille ou un garçon, mais on s'en fout, parce que c'est pas parce qu'on a des cheveux longs qu'on ne peut pas être un garçon, n'est-ce pas? Donc, vous êtes ici avec le ballon vert, et il y a votre clone ou votre jumeau, si vous avez, je ne sais pas, votre frère ou sœur, mais jumeau identique, hein, univitelin. Univitelin, que vous dites. Donc, ici, c'est votre clone, qu'on va dire, ok? Et l'histoire, c'est que quand vous aviez 5 ans, et c'est qu'une histoire, vous et votre clone, votre frère, votre sœur, vous étiez séparés parce que vos parents ont donné à votre clone à l'adoption. Arrêtez tout de suite, c'est qu'une histoire, ok? Je sais que vous n'êtes pas, vos parents n'ont pas à vous donner ou quoi que ce soit. Et s'ils ont fait ça, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas le but de notre histoire ici. L'histoire, c'est que vous aviez eu une vie normale, une alimentation qu'on peut considérer comme une bonne alimentation. Vous étiez à l'école, vous avez même eu de fêtes d'anniversaire. Ok? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva você! Voilà, ça c'était la fête d'anniversaire. En sachant que l'adopté, il y avait un environnement beaucoup moins de stabilité, beaucoup plus instable, et où il habitait, il y avait des déficits nutritionnels, il ne mangeait pas bien, il ne mangeait pas tous les jours, il ne mangeait pas de la viande, c'était beaucoup plus compliqué, mais il faisait beaucoup d'activités physiques, ok? Voilà. Donc, dans cette histoire, ok, on va passer 50 ans. Ben, vous remarquez bien que cette personne peut être moi, elle ne peut pas être vous, parce que je pense que vous avez moins de 50 ans. Et si vous avez 50 ans ou plus, ben nous, ça serait parfait. Donc, 50 ans après, ok, vous allez vous rencontrer dans un pub, dans un bar, pour finalement prendre un coup ensemble, ok? Et quand vous arrivez tôt, vous attendez, il y a une personne qui arrive, vous ne regardez même pas, voilà. Jusqu'au moment que cette autre personne dit, excusez-moi, comme il n'y a personne d'autre ici, j'attends une personne que c'est mon frère ou ma sœur, hein, et comme vous êtes les seuls, est-ce que vous vous appelez? Et là, il va dire votre nom. Et là, choc. Il a dit oui, vous allez lui dire oui, tout à fait, vous pouvez vous asseoir. Regardez qu'est-ce que vous voyez devant vous. Vous allez voir la personne qui c'est vous, que vous avez eu une bonne alimentation à l'école, vous avez pendant 20 ans eu un travail hyper stressé, vous avez mangé de coca, de pizza, de sorbet, de glace, de poubelles, de tout ce que vous voulez, et vous êtes un peu en surpoids. En tant que votre clone, il a un tatou, il fume, vous ne fumez pas, il a une activité physique, il a eu une activité physique tout au long de sa vie, donc il est costaud, il a des muscles, mais il est plus petit que vous. Alors, l'intéressant de cette histoire, c'est quoi? C'est que là, à 5 ans, vous aviez le même ADN, le même génome, la même quantité de chromosomes, le même génome, la même écriture.
vous et votre clone. 50 ans après, vous avez quand même le même ADN. Comment ça se fait que vous êtes un peu plus chubby, ok, plus grande, et votre clone, je dis bien clone, il est complètement différent à un point que vous ne pouvez même pas le reconnaître. Qu'est-ce que se passait? Donc, en fait, on va donner ici une phrase que vous allez me lire. Lisez la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2. Vous allez lire la phrase numéro 1 et après, vous allez lire la phrase numéro 2. Phrase numéro 1. Nous, les Brésiliens, on mange les enfants. La phrase numéro 2. On mange les enfants. Vous voyez que l'ordre de mots, c'est la même. Les mots sont exactement le même. Ce qui va faire la différence, c'est la ponctuation. Ce sont les espaces donnés entre un mot et l'autre, qui c'est la ponctuation, qui va faire un message complètement différent. On mange les enfants, nous les Brésiliens, complètement différent de on mange les enfants. On est d'accord? Donc, quand on a le même paragraphe, le même lettre, le même ordre, on est en train de parler du génome. La phrase, les mots, l'ordre, c'est l'ADN. Il n'a pas changé 50 ans après. Ce qui va changer, c'est la ponctuation. Donc, la ponctuation change le message. Comment on appelle cette ponctuation? Épigénome, épigénétique, quelque chose qui est en dessus de la génétique. C'est ça l'épigénétique, c'est cette différence de message. Nous, les Brésiliens, on mange les enfants. On mange les enfants, ok? On mange les enfants. C'est différent. Donc, cette ponctuation, c'est l'épigénétique qui a été travaillée, découverte et qui nous a fait penser, qui nous a fait réfléchir sur une chose très importante. C'est que le génome ne change pas. Et il n'y a pas une qualité de génome. Il n'y a pas d'ADN. Ce n'est pas que Einstein avait un ADN plus intelligent que le vôtre ou que le mien. La question, c'était la ponctuation du génome, que c'est différent. Ce qui est exprimé et ce qui est au silence. Ce que le non dit et ce qui est le dit. C'est ça l'épigénétique. Donc, il n'y a pas un enfant plus intelligent que l'autre. Il n'y a pas, les pauvres ne sont pas intelligents, les riches sont intelligents. Leur génome, leurs phrases, leurs lettres sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence. Ce qui va changer, c'est ce rythme. C'est le rythme de la phrase. C'est le rythme de l'ADN. C'est ce qui va s'exprimer et ce qui ne va pas s'exprimer. Donc, vous vous rendez compte que cette découverte de l'épigénome, elle va changer complètement l'idée par exemple, de philosophes qui croyaient qu'on a deux races différentes, des races blanches qui sont mieux que les races noires ou vice-versa. On n'est pas là pour discuter politiquement quoi que ce soit, mais c'est d'une importance capitale parce qu'il n'y a pas de gens plus intelligents que d'autres. Il n'y a pas. Tout est une question épigénétique. L'épigénome ne change pas votre génome, mais il décide si les gènes seront exprimés dans différents types de cellules. On commence déjà pour expliquer que à chaque cellule de votre corps, de vos yeux, de vos oreilles, de votre pancréas, de tout, c'est le même génome. La question qui va se poser, c'est comment les cellules de l'oreille savent qu'elle est une oreille? Comment les cellules du pancréas vont savoir qu'elles font partie du pancréas? Donc, on a plusieurs types à peu près, ils disent que beaucoup plus même, connus
200 types de cellules dans notre corps, 200 types de cellules. Et chaque cellule, chaque groupe cellulaire qui va former un tissu, qui va former un organe, ils savent quoi faire. Pourquoi ils savent quoi faire? Parce qu'il y a quelqu'un qui va donner des instructions, qui va dire à chaque cellule, fais ça, ne faites pas ça. Ça, c'est exactement la question du qui suis-je. Donc, ça veut dire que la cellule va se dire, qui suis-je? Et là, l'épigénétique va dire, vous êtes une cellule nerveuse, vous êtes une cellule un hépatocyte, vous êtes un entérocyte, vous êtes la cornée. C'est plus que fantastique. Et entre ces actions épigénétiques, il y a une que je vais commencer à parler qui s'appelle la méthylation, qui est effectivement un carbone, il s'appelle la voie monocarbonée, parce que c'est le méthyle que je vais faire ici, la construction de ce méthyle. C'est un carbone qui a 4 valences liées à 3 hydrogènes. Ça s'appelle CH3. Et ici, j'ai quelque chose libre, qui va donner la possibilité de faire des liaisons. Donc, ce CH3, il va dans le noyau de nos cellules, où est l'ADN, parce que, people, vous qui êtes là, tout ça, c'est une question de protéines. C'est l'ADN va subir une transcription qui va produire un ARN messager. Cet ARN messager va sortir du noyau, va dans le cytoplasme de la cellule pour faire des protéines spécifiques, qui sont des protéines d'un hépatocyte, qui sont des protéines de la peau, qui sont des protéines d'un muscle. OK? Donc, la méthylation, elle va au niveau du noyau, là, OK? Dans l'ADN, là, et elle va méthyler. Elle va faire que ce méthyle se lie. Normalement, c'est un acide aminé qui s'appelle lysine. Il va lier à cette méthyle et là, il stoppe. Si le méthyle, à chaque fois que le méthyle va se lier à un gène, OK, il va... Silence. Le gène ne pourra pas s'exprimer. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est une cellule hépatocyte? La différence d'une cellule d'un hépatocyte, d'un entérocyte, une cellule du foie, une cellule de l'intestin, c'est qu'il y aura de méthylation de gènes qui vont empêcher que les cellules de l'intestin soient un hépatocyte, et vice-versa. Il y aura on va silencier quelques gènes de l'hépatocyte pour que ça n'exprime pas, pour qu'il ne devienne pas un intestin, une cellule de l'intestin. Et tout est comme ça, OK? On est dans l'explication de c'est quoi l'épigénétique. Après, si vous voulez faire une formation complète, merveilleuse, géniale de l'épigénétique par rapport à tous les contrôles de l'épigénétique, la méthylation, l'acétylation, summoylation et tous les sions qu'on peut avoir, vem comigo. Venez visiter notre plateforme de formation. OK? Donc, en continuant notre histoire, dans ce noyau, ici je refais le noyau. Vous savez que le noyau, c'est une bicouche lipidique, vous savez ça? Il y a le nucléole responsable pour la synthèse de ribosomes. On a ici le hyaloplasme nucléaire. Et on a ici ce tourbillon de choses qui c'est l'ADN. L'ADN non espirillé, non en spirale comme ça, il s'appelle chromatine. Et on va voir que cette chromatine, si on va regarder dans le microscope, on va la regarder dans une phase, que c'est une phase qu'on peut tout voir, que c'est l'interphase, où on va pouvoir regarder cette chromatine. On va voir qu'il y a des points qui sont condensés de cette chromatine et d'autres qui sont moins condensés. Les points qui sont condensés, bien condensés, on va appeler des hétérochromatines. C'est une région que l'ADN est protégé. Protégé. Personne ne peut y aller, même pas le méthyle. Protégé, donc,
c'est protégé. Et d'autres qu'on va appeler la euchromatine, ou la chromatine activée, où le ADN, ce n'est pas l'ADN qui est... Ça n'existe pas un ADN, ça là, nu dans la cellule. Il sera toujours protégé, ok? Mais il y a dans quelques régions qu'il y a des espaces où on peut alors faire un type de contrôle qui c'est la méthylation, que je suis en train de rajouter épigénétique avec méthylation et vous allez comprendre pourquoi après. Donc ici, j'ai ma chromatine. Si je fais un zoom dans cette chromatine, je vais remarquer que là, dans cette chromatine, il y a des points où on va voir en fait un type de protéine, qui c'est cette protéine ici, elles sont formées en octamère. Elles sont toujours, ces protéines, en 8, ok? 8 pièces. C'est pour ça qu'on appelle octamère. Ces 8 pièces, une pièce s'appelle histone. 8 pièces s'appellent, avec l'ADN, s'appelle un octamère d'histone, plus l'ADN, s'appelle un nucléosome. Donc, on va voir des nucléosomes de cette chromatine. Cette chromatine, elle mesure 2 mètres. 2 mètres. Donc, pour faire que tout ça rentre là-dedans, il va falloir l'enrouler. On va avoir différents moments d'enroulement. Donc là, c'est le moins enroulé, que c'est la chromatine. Cette chromatine, quand elle va devenir enroulée, hyper enroulée, elle s'appelle chromosome. OK? Donc, ici, j'ai mes histones qui vont protéger ces ADN. Et l'histone, elle est comme ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est ce groupe d'histones. OK? Ce groupe d'histones sera enroulé 2 fois par l'ADN. Là-haut. Enroulé 2 fois. OK? Et vous voyez bien, donc ça c'est une histone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Ça va me former avec l'ADN enroulé 2 fois le nucléosome. Et si on va avoir des régions qu'on va voir les nucléosomes, tout ça, vraiment un proche de l'autre, donc on n'aura pas l'opportunité de faire de méthylation. Et d'autres qu'on va avoir des espaces où on aura la possibilité des actions épigénétiques. OK? Bon, donc, comme je vous ai dit, cette chromatine, elle peut être plus serrée ou plus lâche. Si elle est plus lâche, c'est parce que j'ai un nucléosome loin de l'autre. Si elle est plus serrée, c'est parce qu'elle est en train de protéger l'ADN, qui est déjà protégé. Il n'y a pas d'ADN comme ça, nu. OK? Il est toujours hyper protégé d'ailleurs. OK? Donc, ces histones vont aussi avoir des variations, que ça, c'est un sujet qu'on va voir plus tard. OK? Mais si on va comparer l'action de ce méthyle qui vient là et de ces histones, on va dire que l'histone, elle fonctionne plutôt comme un bouton. Un bouton. Elle peut régler les choses du faible au plus fort. En tant que méthylation, c'est un interrupteur. Le gène, il marche ou il ne marche pas. Le gène qui est méthylé, interrupteur off. Le gène est non méthylé, interrupteur on. Voilà, OK? Donc, on va, chaque cellule de l'oreille, cellule des yeux, cellule du foie, cellule du pancréas, va posséder un modèle différent de méthylation qui donne l'ordre de marche, qui va dire comment cette cellule ou ce groupe de cellules vont marcher, vont fonctionner. Donc, est-ce que vous comprenez bien, je vais répéter ça 1000 fois, que toutes ces cellules ont le même génome, le même ADN. Mais ce qui va faire la différence entre une cellule du foie, un adipocyte, une cellule musculaire ou un neurone, c'est quels sont les gènes qui vont s'exprimer s'il est un neurone, quels gènes qui vont s'exprimer si c'est une cellule musculaire. C'est fantastique le truc, ok? Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut faire la différence entre génome et épigénome. Le génome, on va imaginer comme le hardware, comme effectivement le ordinateur
physique, ok? Et qu'est-ce que c'est l'épigénome? C'est le software. Ce qu'on met, le software qu'on met dans notre ordinateur, qui va faire, c'est le Word. Si on met Word, il va faire un truc, si on met Excel, il va faire un autre, mais dans le même ordinateur. Vous comprenez? Donc, le génome, c'est le hardware, l'épigénome, c'est le software. Qui va faire le travail même en soi, c'est le génome. Mais qui va dire à ce hardware, à ce génome, qu'est-ce que vous allez faire, ok? Vous allez devenir un muscle, vous allez devenir une cellule musculaire, vous allez devenir un hépatocyte, vous allez devenir un entérocyte, vous allez devenir une cellule neuronale, une cellule, je ne sais pas. Donc, c'est l'épigénome, ok? Donc, vous allez faire, c'est lui qui donne l'ordre, ok? Donc, le génome, 50 ans après, ne change jamais dans la vie. C'est tout, le génome, on a déjà au niveau post-transcriptionnel. Il y a eu déjà l'ARN messager et tout ça. Si on a un problème, comme par exemple trisomie du 21, ok, syndrome de Down, on va avoir ce problème pré-transcriptionnel ou pendant la transcription. C'est pas quelque chose après la traduction, ok? Donc, et là, l'épigénome, il va tout simplement, il ne change pas le génome, il va tout simplement laisser qu'un gène s'exprime, que ce gène devient une protéine ou pas, ok? On a notre génome que j'ai représenté ici, et on a ici les étiquettes épigénétiques qui vont donner l'ordre, qui seront, si j'ai ici une étiquette épigénétique, mange trop, par exemple, une autre sédentaire, une autre fume. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que les types de cellules. Là, en 1980, ils ont, dans les années 80, ça c'était dans les années 70, 10 ans après, ils ont découvert que ces étiquettes qu'on appelle étiquettes épigénétiques, elles sont héréditaires aussi, elles changent pendant la vie. Exemple, qu'elles changent pendant la vie. Après, je vais expliquer cette héréditarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'avais 5 ans, vous aviez 5 ans. Quand vous aviez 15 ans, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez les mêmes cellules, les mêmes génomes, et d'un coup, il y a des poils qui commencent à partout, ok? Les hommes commencent à changer la voix, ok? Il y a des acnés qui vont apparaître. Tout ça, c'est épigénétique. Épigénétique. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va y avoir une confluence d'actions que le corps va méthyler, il va déméthyler, il va faire des choses pour que vous pouvez grandir, pour que vous pouvez, en termes de puberté, que vous devenez quelqu'un qui peut procréer. Vous voyez bien? La même chose, une femme enceinte. Ça veut dire qu'il y a toute une action de méthylation et pas que de méthylation, de contrôle. Je donne méthylation comme exemple. Ça veut dire quelques gènes qui seront silencieux, d'autres qui seront ouverts et exprimés, pour que vous vous imaginez un boucan de cette taille-là passe par un canal. OK? C'est comme ça qu'on fait de bébé. Qu'on fait, non. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on va livrer un bébé dans la nature. Et donc ça, ce sont des actions aussi épigénétiques. Toutes ces transformations du corps, donc à un moment donné. Mais là, ce sont des moments qu'on peut appeler moments de crise. Mais ce n'est pas que d'un moment de crise. Il y a aussi de modifications chroniques, silencieuses. OK? C'est ça qu'ils ont découvert dans les années 90, que notre alimentation, que la pollution, que la sédentarité, le stress va faire la différence. Alimentation, école, fête d'anniversaire, 20 ans stressé, coca, pizza, m'a donné une personne comme ça.
et avec le même ADN m'a donné une personne comme ça. Mais on peut aller plus loin parce qu'il y a cette expérimentation qui a été faite, qui est hyper connue, qui sont 2 souris en 2003. 2003, on est en 2003. 2 souris, ok? Vous voyez la souris numéro 1 et la souris numéro 2. La souris numéro 1, elle était une souris normale, de pelage brun, il n'y avait rien à dire. Ils ont donné une alimentation à la souris clone, ok? Alimentation, et qu'est-ce qu'ils vont remarquer? Qu'on aura une souris qui s'appelle mutation agoutie. Ce sont 2 souris agouties qui s'appellent. Elle est devenue obèse et orangée. Le pelage orange, ok? Donc, ce sont des souris qui étaient dans un laboratoire, quoi. La seule différence, c'était ça. Ça veut dire que l'héréditarité, elle va jouer. Elle va jouer comment? C'est ça que je voudrais vous expliquer. Donc ici, j'ai mis plein d'étiquettes. Sauf qu'au long des générations et des générations, ces étiquettes, j'ai mis ici une personne qui mange trop, sédentaire, elle fume. Donc, ces étiquettes peuvent être bloquées dans votre génome. OK? Par exemple, on avait une méthylation, par exemple, pour la faim, de ne pas avoir trop de faim. OK? Et là, c'est hypométhylé. C'était hypométhylé. Donc, vous allez voir toujours faim. OK? C'est ça qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Ça, c'est problématique parce que ça donne à l'homme beaucoup de culpabilité. Parce que qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que je suis, c'est en fait les produits de nos grands-mères, de nos grands-pères et encore. Ça veut dire qu'ici, vos grands-pères, vos parents et vous. Donc, ils ont fait, vos grands-parents et vos parents, des décisions diététiques, des décisions vis-à-vis de leur activité physique. Ils ont pris des décisions conscientes ou pas conscientes. Okay? Qui maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a vous. Sauf que eux, ils ne savaient pas tout ça. Et vous, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va nous donner encore et encore plus de responsabilités. Parce qu'avant, on se disait, si je fume, si je ne fume pas, ce n'est pas votre problème. Si je suis alcoolique ou pas, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas notre problème de que vous n'avez pas d'autres personnes qui vont venir après. C'est clair. Mais si vous avez d'autres générations après vous, c'est un problème. Parce que vous êtes responsable, votre comportement, ok, c'est le fruit de ce qui va devenir vos enfants, vos petits-enfants. Ça donne des responsabilités. Et ça, c'est très intéressant parce que la lutte aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous prenne la responsabilité de notre santé. Vous êtes responsable de votre santé. Le problème, c'est que peut-être les gens ne vont même pas regarder cette vidéo parce que je vais commencer avec une histoire, ils vont tout simplement sauter. Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ce n'est pas grave, c'est une goutte dans l'océan. Donc, vous savez que vous avez une mauvaise instruction. Mauvaise instruction, ça veut dire là, le épigénome est en train de donner les instructions à votre hardware, c'est votre génome. Mauvaise instruction, mauvais contrôle. Mauvais contrôle épigénétique, parce que l'épigénétique, c'est ça. C'est le pouvoir de contrôle qu'on a sur notre génome. C'est ça, ok? C'est exactement ça. Donc, le cancer, la maladie auto-immune, le diabète, il faut arrêter de tout simplement dire que c'est tombé sur nous. Non, on est un produit de tout ça. Et si on a déjà dans notre étiquette une étiquette qui va à la place de faire une méthylation ou une hyperméthylation, parce qu'on a besoin de hyperméthylation aussi, de régions spécifiques. Donc, il y a des régions qu'il faut méthyler, qu'il ne faut pas méthyler. Tout ça, on va étudier. Mais on va dire que si je fais des mauvaises instructions et qu'en dessus de ça, je fume, je mange mal, je ne fais pas d'activité physique, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le cancer qui est tombé sur vous? Il y a notre, et je m'inclus évidemment, il y a notre participation dans tout ça.
Donc, l'alimentation, la pollution, la sédentarité, les stress qui vont déterminer à exprimer ou non, ou pas, ok, nos gènes. Alors, ça change pendant toute la vie, oui, mais ils peuvent être bloqués. Quand ils sont bloqués, comme je vous ai expliqué, génération et génération. On va prendre par exemple des enfants qui commencent à fumer à 8-9 ans. Quand ils auront 50 ans, cette méthylation de cigarettes, d'éviter le cancer, elle sera enlevée. OK? On aura de tumeurs cancéreuses qui vont s'exprimer, c'est évident, et qui va passer à d'autres générations. C'est pour ça qu'on dit héréditaire. OK? C'est dans ce sens-là. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, l'épigénétique et tout ça. On peut après, évidemment, si on veut, on peut parler de quels sont les contrôles épigénétiques qu'on a. Je parlais très superficiellement de la méthylation, qui c'est ce méthyle qui va venir ici. Je parlais aussi des histones. Après, on a des micro-ARN qui peuvent faire contribuer à ce contrôle de méthylation. Tout va contrôler pour que ceux qui doivent exprimer s'expriment, ceux qui ne doivent pas exprimer ne s'expriment pas. OK? Donc, on peut avoir aussi acétylation, désacétylation. On peut avoir plusieurs phénomènes chimiques, biochimiques, qui vont agir. Je vous invite à connaître notre méthylation, notre formation de méthylation et épigénétique clinique avec tout un côté nutritionnel qui, je pense que ça va vous faire beaucoup de plaisir. À bientôt. N'oubliez pas de participer. Parfois, je pense que je parle au mur, quoi. Vous ne participez pas, participez. Écrivez dessus, like, si vous êtes dans YouTube, OK? Donnez un like, partagez avec d'autres personnes. Ça peut être intéressant parce que ça, c'est une prise de conscience aussi, OK? La santé, elle dépend beaucoup plus de vous-même que de n'importe qui. Votre santé, je veux dire. OK? Vem comigo. Vem comigo.